Franchement, on est en train de dépasser une ligne. Et quand le football dépasse cette ligne-là, c'est plus du jeu, c'est plus de la rivalité, c'est plus de la passion, c'est autre chose. Et cette autre chose, elle fait mal au football africain. Depuis cette CAN, la tension est montée d'un cran. Plus de deux, plus de trois, entre le Sénégal et le Maroc, entre supporters, entre réseaux sociaux, entre débats télévisés. Comme si l'électricité n'était pas déjà suffisante, voilà qu'on se retrouve à parler d'empoisonnement. Oui, d'empoisonnement. Quand Ismaël Jacobs affirme publiquement qu'il soupçonne que des joueurs sénégalais auraient été empoisonnés par des Marocains, tout en reconnaissant lui-même qu'il n'a aucune preuve, on n'est plus dans l'analyse, on n'est même plus dans l'émotion. On est dans une accusation grave, lourde, dangereuse. Et là, une question simple se pose. Peut-on dire n'importe quoi sous prétexte qu'on ressent quelque chose ? Parce que le football, c'est aussi une responsabilité. Quand tu es international, quand tu parles au nom, volontairement ou non, d'une sélection, chaque mot pèse. Chaque phrase peut calmer ou enflammer. Et le problème, ce n'est pas seulement ce qui est dit. C'est le moment, le contexte et les conséquences. Pourquoi ce sujet est si important? Parce que cette CAN n'a pas été qu'un tournoi de football. Elle a été chargée d'émotions, de symboles, parfois de maladresse aussi des deux côtés. On a vu des gestes qui n'auraient jamais dû exister. On a vu des réactions excessives, on a vu aussi des excuses, des tentatives d'apaisement, y compris de joueurs et de responsables. C'est un peu comme un match déjà sous haute tension, où l'arbitre tente de calmer le jeu et où quelqu'un, depuis le banc, se lève pour hurler une accusation qui remet tout le monde à feu et à sang. Dans ce contexte-là, balancer une suspicion d'empoisonnement sans preuve, ce n'est pas anodin, ça touche à l'intégrité physique des joueurs, ça touche à l'honneur d'un pays, ça touche à la crédibilité d'une compétition. Et surtout, ça nourrit une fracture entre deux peuples qui, à la base, partagent beaucoup plus qu'ils ne s'opposent. Maintenant, on va regarder les choses froidement, comme un analyste, pas comme un supporter en colère. Quand on parle d'empoisonnement volontaire, on parle d'un acte extrêmement grave, un acte qui, s'il était avéré, relèverait du scandale international. Et justement, dans l'histoire récente du football africain, ce genre d'accusation n'a jamais été prouvé à ce niveau-là dans un match de cette importance. C'est là que la logique entre en jeu. Pourquoi attendre une finale pour faire quelque chose d'aussi extrême? Pourquoi viser des joueurs qui, sportivement, ne sont pas tous des titulaires indiscutables? Pourquoi risquer une explosion diplomatique, médiatique et sportive alors que la compétition est déjà sous les projecteurs du continent entier? Le football, même dans ses pires dérives, reste un sport d'intérêt. Et dans ce genre d'affaires, quand on gratte un peu, la cohérence est souvent le premier indicateur de vérité ou de son absence. Dans la suite, on va décortiquer précisément cette logique sportive. On va analyser les profils des joueurs concernés, l'intérêt réel ou non d'un tel acte et surtout les erreurs fréquentes que beaucoup font quand l'émotion prend le dessus sur la raison. Mais avant d'aller plus loin, une chose est essentielle à dire. Avertissement important, le football ne justifie jamais la haine, les accusations sans preuve ou les amalgames entre peuples. Les rivalités sportives doivent rester sportives. Aucune certitude absolue n'existe sans fait établi. Et maintenant, si tu veux une analyse posée, honnête, sans excès, mais sans complaisance non plus, abonne-toi. Mets un like si tu veux que ce genre de débat reste intelligent et dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette affaire. Calmement. Alors passons maintenant à la logique. La logique froide, celle qu'on utilise quand on analyse un match, une compo, un plan de jeu. Pas celle des émotions, pas celle des réseaux sociaux. La vraie logique football. Parce que dans ce genre d'affaires, il y a une règle simple. Quand une accusation ne tient pas sportivement, elle commence déjà à s'effondrer. Regardons donc les faits, sans passion. On parle de 3 joueurs sénégalais concernés. Parmi eux, il y a Crépin Diatta. Très bien. Lui, c'est un titulaire important, un joueur qui a fait une bonne compétition, qui apporte de l'intensité, du volume, de la polyvalence. Là-dessus, aucun débat. Lui, souhaiter un bon rétablissement est normal, humain, évident. Mais maintenant, soyons honnêtes, si on entre volontairement dans ce raisonnement absurde de calcul malveillant, est-ce que Diatta est la priorité numéro 1 dans cette équipe du Sénégal? Est-ce lui la clé absolue du système? Est-ce lui qui déséquilibre tout, autour duquel tout tourne? La réponse, footballistiquement parlant, est non. Important, oui. Central, non. Ensuite, il y a Pape Matar Sarr, un joueur à fort potentiel, un milieu moderne, capable de se projeter. Mais dans cette CAN, il n'a pas été un titulaire indiscutable. Son impact a été intermittent, parfois même limité par les choix tactiques. Là encore, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, quel intérêt stratégique y aurait-il à viser un joueur qui n'est pas le cœur du jeu sénégalais sur cette compétition? Et puis, le troisième nom, Ousseynou Niang.
Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Nyong n'a quasiment pas joué. Il n'a pas été un facteur déterminant dans le parcours du Sénégal. Il n'est pas un habitué du 11. Il n'est pas une menace prioritaire dans un match de ce niveau. Alors, posons la question, franchement. Quel avantage sportif tirerait-on à neutraliser un joueur qui n'a pas d'impact immédiat sur le match? Aucun. Zéro. Et dans le football de haut niveau, surtout dans une compétition aussi exposée qu'une CAN, rien n'est fait sans intérêt clair. C'est un peu comme si, avant une finale de Ligue des Champions, tu décidais de cibler un remplaçant occasionnel plutôt que le moteur de l'équipe. Ça n'a aucun sens. Et c'est là que beaucoup font une erreur classique. Erreur numéro 1, confondre maladie et malveillance. Dans le football africain comme ailleurs, les joueurs voyagent, changent d'environnement, d'alimentation, de rythme. Des troubles physiques peuvent arriver. Ça arrive aux joueurs locaux, ça arrive aux joueurs européens. Ça arrive partout. Dire ça, ce n'est pas minimiser. C'est refuser de transformer un incident possible en complot volontaire sans preuve. Erreur numéro 2, croire que parce que la tension est forte, tout devient crédible. Non. Justement, plus la tension est forte, plus la responsabilité de parole doit être élevée. Sinon, on jette de l'huile sur un feu déjà incontrôlable. Erreur numéro 3, oublier le timing. Pourquoi parler plusieurs jours après la finale? Pourquoi à froid? Pourquoi sans nouvel élément? Dans le football, les vraies affaires sortent vite, avec des faits, des rapports, des examens, des témoignages concordants, pas avec des « je soupçonne ». Maintenant, il y a un autre point fondamental que beaucoup évitent volontairement. Dans l'histoire récente du football au Maroc, il y a eu des matchs à très haute pression, des demi-finales, des finales, des rencontres internationales majeures. Et jamais ce type d'affaire n'a été établi. Ce n'est pas un argument chauvin. C'est un constat factuel. Et surtout, il faut rappeler quelque chose d'essentiel. Si une preuve sérieuse existait, beaucoup de voix marocaines comprises auraient été les premières à condamner sans hésitation. D'ailleurs, quand des comportements déplacés ont eu lieu autour des terrains, ils ont été dénoncés. Quand certaines attitudes ont choqué, elles ont été critiquées. Preuve que la critique n'est pas à sens unique. C'est ça, la nuance que le débat a perdue. Et c'est là qu'on arrive au point le plus sensible. Le rôle des institutions. Quand une accusation aussi lourde est lancée sans preuve, ce n'est plus un simple avis personnel. Ça devient un sujet disciplinaire potentiel. Parce que laisser passer ce genre de propos, c'est accepter que demain, n'importe qui puisse salir une sélection, un pays, une compétition sans fondement. Dans la suite, on va voir comment ce genre de dérapage peut influencer la lecture d'un match, comment reconnaître les signaux d'un débat qui bascule dans l'irrationnel et surtout comment, en tant que supporter, on peut garder une analyse lucide sans tomber dans la surenchère. Maintenant, on va voir comment tout ça se traduit sur le terrain et dans la tête des joueurs. Maintenant, on va parler de ce que ce genre d'accusation provoque vraiment. Pas sur Twitter, pas dans les débats enflammés, mais sur le terrain et dans la tête des joueurs. Parce que le football de haut niveau, ce n'est pas seulement des jambes, c'est du mental. Et quand tu glisses une idée aussi lourde que celle d'un empoisonnement volontaire, même sans preuve, tu injectes un poison bien réel, le doute. Le doute dans l'esprit des joueurs, le doute chez les supporters, le doute autour d'une compétition entière, c'est là que le danger est réel. Dans un vestiaire, ce genre de rumeur peut créer des tensions invisibles. Certains joueurs deviennent méfiants, d'autres surinterprètent le moindre détail. Un repas, une boisson, un malaise. Et à très haut niveau, cette perte de sérénité peut coûter plus cher qu'un mauvais choix tactique. C'est un peu comme une équipe qui commence un match en pensant que l'arbitre est contre elle. Même sans erreur flagrante, elle joue déjà avec un handicap mental. Et ça, c'est exactement ce que le football africain ne peut pas se permettre aujourd'hui, parce que la CAN, qu'on le veuille ou non, est observée, jugée, comparée. Chaque polémique devient un argument pour ceux qui n'attendent qu'une chose, décrédibiliser la compétition. C'est pour ça que beaucoup font une autre erreur majeure. Erreur numéro 4. Croire que ça n'engage que lui. Non. Quand tu es international, quand tu parles publiquement après une finale, tu n'es plus seulement un individu. Tu es perçu comme un représentant, volontairement ou non. Et c'est là que la nuance est importante. Critiquer un arbitrage, un geste, une attitude, c'est une chose. Accuser sans preuve un pays ou un groupe de personnes d'un acte grave, c'en est une autre. C'est pour ça que certains estiment que ce dérapage est plus problématique qu'un geste d'énervement sur le terrain. Parce que l'un relève de l'émotion instantanée, l'autre relève d'une parole réfléchie ou du moins exprimée à froid. Dans le football, il y a toujours des scénarios alternatifs. Toujours.
Un joueur malade peut l'être pour 1000 raisons. Un coup de fatigue, un problème alimentaire non volontaire, un changement brutal de routine. Mais transformer automatiquement cela en acte intentionnel, sans le moindre élément concret, c'est sauter plusieurs étapes essentielles de raisonnement. Alors, comment nous, en tant que supporters, on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Voici quelques signaux simples à garder en tête. Quand une accusation grave est accompagnée de « je n'ai pas de preuves », méfiance immédiate. Quand elle arrive tardivement, sans éléments nouveaux, méfiance renforcée. Quand elle sert surtout à expliquer une frustration ou à prolonger une tension, prudence maximale. Le supporter expert, ce n'est pas celui qui crie le plus fort. C'est celui qui sait faire la différence entre une émotion compréhensible et une affirmation dangereuse. Et surtout, il faut rappeler une chose essentielle. Le football africain grandit quand il se protège lui-même. Ça passe par des joueurs responsables. Ça passe par des médias mesurés. Et ça passe aussi par des supporters capables de dire « non, là, on va trop loin ». Avertissement important. Le football reste un sport. Aucune rivalité ne justifie la haine, les accusations sans preuve ou les amalgames entre peuples. Respect du fair play, respect des joueurs, respect des nations et surtout, toujours vérifier les faits avant de condamner. Et maintenant, je te pose la question calmement. Est-ce qu'on veut un football africain qui progresse ou un football qui s'auto-détruit à coups de polémiques inutiles? Si tu veux continuer à analyser le football avec recul, nuance et passion, abonne-toi. Lâche un like si tu veux que ces débats restent intelligents et surtout partage ton avis en commentaire sans haine, sans excès. Dans la prochaine analyse, on reviendra sur un autre sujet brûlant de cette CAN, mais avec une seule règle, le football d'abord. On arrive à la dernière ligne droite et maintenant on va faire ce que peu de débats font, redonner des repères clairs, pas pour trancher émotionnellement, mais pour comprendre, se positionner et surtout ne pas se laisser embarquer. Commençons par répondre aux questions que tout le monde se pose, mais que peu prennent le temps d'aborder calmement. Pourquoi cette affaire a pris autant d'ampleur? Parce qu'elle arrive après une CAN tendue, émotionnelle, avec des décisions contestées, des gestes mal interprétés et des réseaux sociaux qui amplifient tout. Dans ce contexte, la moindre étincelle devient un incendie. Pourquoi certains y ont cru malgré l'absence de preuves? Parce que le cerveau humain cherche des explications rapides à la frustration. Accuser est parfois plus simple que d'accepter la complexité d'un match ou d'un tournoi. Pourquoi ce genre d'accusation est plus grave qu'un geste d'énervement sur le terrain? Parce qu'un geste est visible, sanctionnable immédiatement, contextualisé par l'émotion. Une accusation publique, elle laisse une trace durable, même quand elle est infondée. Est-ce que demander une sanction, c'est vouloir faire taire quelqu'un? Non. C'est rappeler qu'au très haut niveau, la liberté de parole va de pair avec la responsabilité. C'est une question de cadre, pas de censure. Est-ce que critiquer ce discours, c'est attaquer le Sénégal? Absolument pas. Beaucoup de Sénégalais eux-mêmes ont condamné ces propos. Critiquer une déclaration, ce n'est jamais attaquer un peuple. Maintenant, si tu veux suivre le football comme un supporter averti, pas comme un simple spectateur emporté par la vague, voilà un petit plan simple, presque ludique, sur une semaine. Jour 1, revoir les moments clés du match, sans commentaire, juste les images. Jour 2, analyser les compositions et les changements tactiques, pas le score. Jour 3, écouter plusieurs avis contradictoires, pas un seul camp. Jour 4, distinguer ce qui est factuel de ce qui est interprétation. Jour 5, se demander à qui profite ce discours. Jour 6, relire l'histoire récente des confrontations sans fantasme. Jour 7, prendre du recul, toujours. C'est comme ça qu'on devient un supporter qui comprend le jeu, pas un supporter manipulé par l'émotion. Et avant de se quitter, un dernier rappel essentiel. Le football n'est jamais une science exacte. Il n'y a pas de vérité absolue sans preuve. Il n'y a pas de rivalité qui justifie la haine. Et il n'y a pas de passion qui excuse les accusations gratuites. Respect du fair play, respect des peuples, respect du jeu. Si tu as aimé cette analyse posée, longue, argumentée, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mets un like pour soutenir ce type de contenu. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu en penses avec respect. Dans la prochaine vidéo, on parlera encore de cette CAN, mais sous un autre angle. Un angle qui fait avancer le football, pas qui le divise. À très vite. Prenez soin de vous.